Dans le petit village de Koulikoro, niché au creux des collines verdoyantes et bercé par le murmure du fleuve Niger, vivait une jeune fille appelée Amina. Ce village, avec ses maisons en banco et ses chemins de terre rouge, respirait la simplicité et la chaleur humaine. Les enfants couraient pieds nus dans les champs, les femmes vendaient des légumes et des condiments au marché local, et les hommes, chapeau de paille sur la tête, travaillaient dur dans les champs, sous un soleil implacable. Amina était la 6e d'une famille de 7 enfants. Son père, Monsieur Oumar, était un humble fermier qui travaillait sur les terres des autres pour quelques pièces, tandis que sa mère, Madame Sira, vendait légumes et produits essentiels sur le marché du village pour compléter le maigre revenu familial. La famille vivait modestement, mais elle était unie par l'amour et le respect mutuel. Même si chaque journée était un combat pour joindre les deux bouts, Monsieur Oumar et Madame Sira réussissaient à envoyer leurs 5 plus jeunes enfants à l'école, un exploit considérable dans un village où l'éducation n'était pas toujours une priorité. Amina, en tant que l'une des plus jeunes, avait eu la chance de fréquenter l'école du village. Ses 3 aînés avaient été envoyés dans différentes villes pour apprendre un métier et aider la famille plus tard. Chaque soir, après un repas simple composé de taux de mil, de légumes et parfois de poissons séchés, Monsieur Oumar rassemblait ses enfants autour de lui sous la véranda. Là, à la lueur des lampes à pétrole, il leur racontait des histoires fascinantes sur la ville, sur des gens qu'il avait connus ou entendus parler, et qui, grâce à l'école, avaient changé leur destin. « Vous connaissez Dr Aboubakar, mes enfants ?» demandait-il un soir, les yeux brillants d'enthousiasme. « C'est lui pour qui j'ai travaillé sur sa ferme l'année dernière. Il a étudié dur, quitté ce village et maintenant il est médecin en ville. Tout le monde veut aller à son hôpital. » Amina écoutait, les yeux grands ouverts, fascinée par ses récits. Chaque histoire allumait en elle un feu secret. Elle voulait, elle aussi, un jour quitter Koulikoro et découvrir la ville, les grandes écoles, les hôpitaux et les opportunités que son village ne pouvait lui offrir. À l'école, Amina était d'une discipline exemplaire. Elle n'arrivait jamais en retard, rendait ses devoirs avec soin et travaillait sans relâche. Ses professeurs l'adoraient pour son sérieux et sa détermination. Elle se distinguait toujours lors des examens, remportant régulièrement la première place. Mais derrière cette réussite se cachait un objectif clair. Réussir à tout prix pour aller en ville, pour changer sa vie et celle de sa famille. Un après-midi, alors qu'Amina rentrait de l'école dans son uniforme marron usé mais propre, elle remarqua quelque chose d'étrange devant la maison familiale. Une paire de chaussures élégantes, d'une qualité qu'elle n'avait jamais vue. Son cœur fit un bond. Elle comprit immédiatement qu'un visiteur venait d'arriver et que cette personne devait être importante. À l'intérieur, elle découvrit une femme magnifique. La dame portait une robe élégante et colorée, ses ongles parfaitement manucurés, un maquillage raffiné et une perruque bien coiffée. Sur son bras pendait un sac noir orné de broderies dorées. Son sourire rayonnant illumina la pièce lorsqu'elle aperçut Amina. « Amina, ma petite, regarde comme tu as grandi !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Madame Sira, qui se trouvait dans la cuisine, entra avec un plateau de nourriture qu'elle posa délicatement devant la visiteuse. « Maman, voici tante Fanta. Elle est la sœur cadette de ton père, » dit-elle à Amina. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent. Une femme si élégante, venant de la ville, appartenait à sa famille. C'était un monde complètement nouveau qui s'ouvrait à elle. La tante Fanta expliqua qu'elle était venue saluer le père d'Amina et passer un peu de temps au village. Amina, avec son innocence enfantine et son enthousiasme débordant, demanda timidement « Tante, est-ce que tu m'emmèneras aussi en ville ?» Tout le monde éclata de rire à cette question. Tante Fanta, amusée et touchée par la naïveté de la petite, lui répondit « Si tu as de bonnes notes et un excellent certificat, je viendrai te chercher pour t'emmener en ville. » Ce simple échange changea la vie d'Amina. Elle comprit que son destin dépendait de ses efforts à l'école. À partir de ce jour, elle devint encore plus assidue dans ses études. Elle réduisit le temps de jeu avec les autres enfants, se plongea dans ses livres et travailla sans relâche. Jamais elle ne manqua une journée de classe et finit toujours première. Tante Fanta, voyant le potentiel d'Amina, commença à prendre un intérêt particulier pour elle. Elle prit en charge certains frais de scolarité pour soulager les parents de la jeune fille et revint régulièrement au village, apportant cadeaux et encouragements. Les années passèrent. Amina grandit, passant de l'enfance à l'adolescence. Son intelligence, sa discipline et sa curiosité furent constamment récompensées. À 18 ans, lors de sa dernière année de lycée, elle obtint les meilleurs résultats de sa classe. Ses professeurs étaient fiers, ses parents ravis, mais Amina elle-même était impatiente. Le moment tant attendu était arrivé. Elle allait enfin pouvoir partager cette merveilleuse nouvelle avec tante Fanta et réaliser son rêve de partir pour la ville. Un mois après la remise des diplômes,
Tante Fanta revint au village pour tenir sa promesse. Le départ d'Amina fut un mélange d'excitation et de nostalgie. Elle quittait la sécurité et la familiarité de Koulikoro, de ses parents et de ses amis, pour un monde inconnu, vaste et intimidant. Alors que le bus quittait le village, elle jeta un dernier regard derrière elle, essayant de graver chaque détail dans sa mémoire. Les collines, les rivières, les rires des enfants et le parfum des manguiers restèrent gravés dans son cœur. Lorsque le bus entra dans la ville d'Utaka, Amina fut émerveillée. Les gratte-ciels semblaient toucher le ciel, les voitures luxueuses défilaient dans des rues animées et les centres commerciaux imposants scintillaient sous le soleil. Tout était gigantesque, impressionnant et intimidant à la fois. Elle n'avait jamais imaginé un tel spectacle et chaque instant de cette traversée urbaine nourrissait son rêve. Tante Fanta habitait un grand appartement moderne, décoré avec goût et équipé de toutes les commodités qu'une ville pouvait offrir. Pour Amina, ce fut comme entrer dans un monde magique. Bien que née dans un village modeste, elle s'adapta rapidement à cette nouvelle vie. Amina avait désormais posé ses valises dans l'appartement somptueux de sa tante Fanta à Utaka. La ville bourdonnait d'activités. Ses rues étaient encombrées de voitures et de scooters, les magasins étalaient des produits colorés et luxueux, et les passants marchaient avec une assurance que la jeune fille n'avait jamais connue. Pour elle, tout était nouveau et fascinant. Les sons, les odeurs, les lumières et même les odeurs des restaurants et des boulangeries la captivaient. Elle se sentait à la fois émerveillée et légèrement intimidée. Au départ, sa vie à Utaka semblait idéale. Tante Fanta s'occupait d'elle, lui fournissait vêtements, nourriture et argent de poche. Amina continuait à rêver, pensant que bientôt sa vie serait entièrement consacrée à ses études ou à un travail respectable, celui qui lui permettrait de réussir comme les personnages que son père lui racontait chaque soir. Mais après quelques semaines, une inquiétude grandissait en elle. Tante Fanta ne parlait jamais de son travail, de ses affaires ni de ses revenus. Elle partait tôt le matin et revenait tard le soir, parfois à des heures impossibles. 5 mois après l'arrivée d'Amina à Utaka, Tante Fanta l'appela dans le salon pour une conversation privée. « Il est temps que tu saches la vérité. Au lieu de simplement te donner de l'argent, comme je l'ai fait jusqu'ici, je vais t'apprendre à pêcher. » Amina fronça les sourcils, confuse. « Pêcher? Mais comment ça ?» demanda-t-elle innocemment. Fanta prit une profonde inspiration et expliqua. « Je suis dans le HUP. C'est un métier où des hommes très riches te paient pour ta compagnie et tes services. Ce n'est pas de la prostitution ordinaire. Les hommes ne viennent pas te chercher dans la rue. Ce sont eux qui te contactent. Si tu es bonne, ils te recommandent à d'autres amis plus riches. Tu veux dire qu'ils me paient pour des relations sexuelles ?» balbutia-t-elle. Fanta secoua la tête avec sérieux. « Ce n'est pas exactement comme ça. Ici, tu choisis, tu es protégé et bien rémunéré. C'est un service pour lequel on te paie, tout comme un avocat ou un médecin serait payé pour son expertise. » Amina était à la fois choquée et bouleversée. Tout ce qu'elle avait imaginé sur la vie en ville et sur ses rêves semblait basculer. Son esprit tourbillonnait. Comment ma vie a-t-elle pris cette direction? Ce n'est pas ce que je voulais. Pourtant, Fanta posa une question qui résonna profondément en elle. Tu aimes le style de vie de tes parents? Ton père qui travaille dur dans les champs, ta mère sous le soleil à vendre ses légumes, tes frères et sœurs luttant pour s'en sortir? Voici une opportunité d'or devant toi. À toi de décider. Amina passa la nuit entière à réfléchir. Ses pensées étaient un chaos. Elle voulait aider sa famille, améliorer leur vie, mais l'idée de se vendre, même sous cette forme protégée, la répugnait. Le dilemme était insupportable. Quelques jours plus tard, un drame familial vint précipiter sa décision. Un matin, elle reçut un appel paniqué du village. Son père, M. Oumar, avait été mordu par un serpent venimeux en travaillant dans un champ distant. Il avait besoin de soins immédiats, mais l'hôpital local exigeait un acompte qu'il ne pouvait pas payer. Sa vie était en danger. Amina sentit son cœur se serrer. Elle essaya de contacter sa tante, mais son téléphone restait éteint. La panique la submergea. Dans un mélange de peur et de désespoir, elle se tourna vers Fanta, qui confirma la situation et lui dit « Si tu veux aider ton père maintenant, il va falloir que tu apprennes rapidement à pêcher. » Malgré l'horreur qu'elle ressentait, Amina hocha la tête. Elle n'avait pas le choix. Son amour pour sa famille surpassait sa répulsion pour ce métier. Fanta la prépara, lui donna des vêtements et un maquillage léger, et l'emmena à la station de bus. Là, une Mercedes noire s'arrêta et un homme d'un certain âge l'accueillit. Cette nuit-là, Amina accomplit sa première mission. L'homme lui donna une somme considérable pour ses services, assez pour sauver son père. Le lendemain, elle retrouva son père en vie, pris en charge grâce à l'argent gagné. Amina était à la fois soulagée et troublée.
Elle venait de franchir un seuil qu'elle n'aurait jamais imaginé. La ville, ses opportunités, sa richesse, mais aussi ses compromis moraux, s'étaient imposés à elle brutalement. Fanta commença alors à former Amina sérieusement au métier, lui montrant comment gérer ses clients, fixer ses tarifs et se protéger. Amina, timide et réservée, se transforma rapidement. Elle devint capable de naviguer dans cet univers avec confiance et prudence, envoyant chaque semaine de l'argent à sa famille et leur offrant des cadeaux. Cependant, la vie dans le HUP n'était pas sans contrainte ni sacrifice. Amina devait rester vigilante, ne jamais montrer de faiblesse et surtout ne jamais tomber amoureuse. Fanta l'avait averti, tomber enceinte ou s'attacher émotionnellement signifiait un arrêt dans le travail et une perte d'indépendance. Ces règles, bien qu'injustes et cruelles, étaient la clé pour survivre et prospérer dans ce monde. Ainsi débuta pour Amina une vie de contraste, une adolescente du village plongée dans les lumières et les excès de la ville, guidée par la nécessité, la peur et le désir de changer le destin de sa famille. Chaque choix, chaque action, chaque rencontre la rapprochait de ses objectifs, mais l'éloignait petit à petit de l'innocence et de la simplicité de son enfance à Koulikoro. Malgré la richesse et le luxe, un sentiment de solitude et de malaise la suivait. Elle avait sauvé son père et aidé sa famille. Mais à quel prix? Chaque nuit, elle pensait à la maison, au village, et se demandait si elle avait réellement fait le bon choix. La ville, brillante et séduisante, avait un coût qu'Amina n'aurait jamais imaginé. Et ainsi, au fil des semaines et des mois, Amina s'adapta, devint plus habile et prospéra dans ce nouvel univers. Mais au fond d'elle, une partie de son cœur restait accrochée à Koulikoro, à ses parents, à ses rêves d'enfance et à l'espoir que, malgré tout, elle pourrait un jour revenir à une vie où elle serait fière de ses choix. Amina avait désormais franchi le seuil d'un monde dont elle n'aurait jamais imaginé l'existence. Sa première nuit avait été effrayante, mais elle avait compris une vérité fondamentale. Dans cette ville, tout se paye et chaque choix a un prix. Après cette expérience, elle commença à apprendre méthodiquement les ficelles du métier sous l'œil attentif de sa tante Fanta. Fanta était exigeante. Elle ne laissait rien passer. Chaque geste, chaque sourire, chaque parole devait être parfaitement maîtrisée. Amina, tu dois apprendre à lire les hommes, à anticiper leurs désirs et à rester impassible face à ce qu'ils te demanderont, répétait-elle sans relâche. Au début, la jeune fille était maladroite. Elle rougissait facilement, sa voix tremblait et ses mains trahissaient sa nervosité. Mais Fanta avait confiance en elle. Elle voyait en Amina cette capacité rare, la volonté de réussir et de ne jamais abandonner, héritée de son éducation dans le village de Koulikoro. Chaque semaine, Amina commençait à recevoir plus de clients. Elle apprit rapidement à se préparer. Choix de vêtements, maquillage subtil, gestuelle délicate et conversation captivante. Tout était important pour séduire et inspirer la confiance. Ce n'était pas seulement une question de beauté, mais de présence, d'attitude et de contrôle. Fanta lui enseigna également comment gérer son argent, sécuriser ses gains et protéger sa réputation. Amina comprit qu'elle devait devenir une véritable stratégiste dans ce monde. Avec le temps, elle devint rapidement une figure recherchée parmi l'élite de Utaka. Les politiciens, chefs d'entreprise et investisseurs fortunés voulaient sa compagnie. Ses tarifs augmentaient à chaque nouveau client, car sa réputation de jeune femme intelligente, charmante et raffinée se propageait comme une traînée de poudre. Chaque transaction rapportait non seulement de l'argent, mais aussi des contacts, de nouvelles opportunités et le pouvoir de faire bouger les choses pour sa famille. Mais le succès avait son prix. Amina vivait désormais dans une tension constante. Chaque décision était cruciale. Une erreur pouvait ruiner sa réputation et mettre fin à sa carrière. Elle devait rester vigilante, éviter les distractions et surtout ne jamais se laisser emporter par les sentiments. Fanta le lui rappelait toujours. Amina, dans ce métier, l'amour est un luxe dangereux. Il te fait perdre le contrôle et te rend vulnérable. Malgré la richesse et la sécurité financière, Amina ressentait une solitude profonde. Les soirées somptueuses, les voitures luxueuses et les cadeaux extravagants ne pouvaient remplacer la chaleur d'une vraie famille ou la simplicité d'une vie honnête. Parfois, en regardant par la fenêtre de son appartement, elle pensait à Koulikoro, à ses parents et à sa jeunesse. Ces moments de nostalgie étaient courts mais puissants, lui rappelant que la liberté et l'argent ne suffisaient pas à combler le vide émotionnel. Puis vint le moment le plus difficile de sa vie jusqu'ici. Après plusieurs mois de succès fulgurant, Amina réalisa qu'elle était enceinte. La nouvelle la frappa comme un éclair. Elle avait suivi toutes les précautions, mais un client avait échappé à sa vigilance. La peur s'empara d'elle. Elle savait que cette grossesse signifiait plusieurs mois d'arrêt dans un métier où chaque jour comptait. Son corps, son argent, sa liberté, tout semblait soudain compromis. Elle consulta immédiatement Fanta. La tante,
malgré sa réputation de dureté, fut compréhensive. « Amina, ce n'est pas la fin, dit-elle doucement. Nous allons gérer cela. Tu devras arrêter temporairement, mais il y a toujours un moyen de revenir. Et peut-être que cet enfant pourra un jour devenir ta fierté et une aide pour toi. » Amina, en larmes, ne voyait que la perte. Elle avait bâti sa vie dans cette ville, et maintenant tout semblait s'effondrer. Mais malgré sa colère et son désespoir, elle prit la décision difficile de poursuivre la grossesse. Les mois suivants furent éprouvants. Les nausées, la fatigue et les changements corporels la rendaient irritable et frustrée. Chaque jour, elle se demandait si elle avait fait le bon choix, si elle ne venait pas de sceller son destin dans une vie qu'elle n'avait pas voulu. Quand finalement elle donna naissance à une magnifique petite fille, Amina fut submergée par un mélange d'émotions. Soulagement, peur et un sentiment de libération. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer son métier tout en élevant un enfant. Après des nuits de réflexion et de lutte intérieure, elle prit une décision déchirante. Elle confia sa fille à un orphelinat en ville, en s'assurant qu'elle serait bien prise en charge. Elle laissa avec elle un panier rempli de vêtements, de jouets et d'un peu d'argent, murmure de réconfort dans un monde qui avait été cruel avec elle. Le retour à sa carrière ne fut pas facile. Amina devait retrouver son rythme, regagner la confiance de ses clients et réapprendre à jongler entre les exigences du métier et ses souvenirs douloureux. Mais elle possédait désormais une expérience inestimable, elle comprenait les hommes, le monde de la haute société et la puissance de la stratégie et de la discipline. Rapidement, elle reconquit sa place au sommet, ses tarifs atteignant des sommets et sa réputation devenant légendaire. Les années suivantes furent marquées par un succès éclatant. Amina achetait des maisons, des voitures et voyageait dans le monde entier. Mais avec le temps, la réalité rattrapa ses illusions. Ses clients, toujours en quête de nouveautés, commençaient à se tourner vers des femmes plus jeunes. La trentaine approchant, Amina constata que son empire commençait à s'éroder. La richesse était toujours là, mais la gloire, l'attention et le prestige diminuaient. C'est dans ce contexte qu'elle réalisa le véritable coût de ses choix. La solitude, le regret et le sentiment d'avoir sacrifié son bonheur pour la richesse la frappèrent de plein fouet. Elle comprit que, malgré toutes ses acquisitions, quelque chose de fondamental manquait dans sa vie, une famille, une stabilité émotionnelle, une véritable connexion humaine. C'est ainsi que, malgré le succès matériel, Amina commença à réfléchir à une nouvelle direction. Elle pensait à sa tante Fanta, aux leçons de vie apprises, et surtout à l'enfant qu'elle avait abandonné. Elle se rendit compte que, malgré toutes les erreurs et les sacrifices, il n'était jamais trop tard pour tenter de reconstruire sa vie et corriger certains de ses choix passés. Après plusieurs années de succès fulgurant dans la ville de Utaka, Amina commença à ressentir un vide qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. Ses voyages, ses fêtes somptueuses et sa réputation enviée ne suffisaient plus à masquer le manque profond de liens affectifs. Les hommes qui la sollicitaient jadis se détournaient vers des jeunes femmes et les amitiés qu'elle avait nouées avec ses collègues étaient superficielles. Elle se retrouvait seule dans son luxueux appartement, entourée d'objets précieux mais dépourvue de chaleur humaine. Un soir, alors qu'elle contemplait les lumières de la ville depuis la baie vitrée de son penthouse, Amina se remémora son village natal, Koulikoro. Elle pensa à ses parents, à la petite maison en terre et au marché où sa mère vendait des légumes sous le soleil brûlant. Elle se rappela également de Fanta, sa tante, qui lui avait ouvert la porte de la ville et lui avait appris les règles impitoyables de son métier. Mais surtout, elle pensa à l'enfant qu'elle avait confié à l'orphelinat, une fille qu'elle n'avait jamais vue grandir et dont l'existence la hantait. La décision de retourner à Koulikoro mûrit lentement dans son esprit. Elle voulait revoir ses parents, reconnecter avec ses racines et comprendre ce que le véritable bonheur signifiait pour elle. Quand elle annonça son intention à Fanta, sa tante fut d'abord surprise, puis fière. « Amina, il n'est jamais trop tard pour revenir à soi-même. Tu dois affronter ton passé pour pouvoir avancer, » lui dit-elle avec gravité. Le voyage vers Koulikoro fut rempli d'émotions contrastées. En approchant du village, Amina sentit son cœur battre plus vite, partagé entre l'excitation et la peur de retrouver ses parents après tant d'années. Elle craignait leur jugement, mais elle savait que le pardon familial était le premier pas vers sa propre rédemption. À son arrivée, elle fut accueillie avec une chaleur inattendue. Ses parents, bien que plus âgés et marqués par les années de labeur, la serrèrent dans leurs bras avec une affection inconditionnelle. Les villageois, curieux de voir la jeune femme revenue de la ville, vinrent l'accueillir, certains reconnaissant la jeune fille qu'ils avaient connue autrefois. Après quelques jours de retrouvailles, Amina décida de rendre visite à Fanta. Elle frappa à la porte et fut accueillie par une petite fille d'environ 6 ans, suivie de près par Fanta et 2 autres enfants. Le visage de Fanta s'illumina à la vue d'Amina. Les 2 femmes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre et pendant un moment,
toutes les rancunes, les peines et les tensions semblaient s'évanouir. Fanta expliqua à Amina qu'elle s'était mariée quelques années après avoir quitté Utaka et que les enfants présents étaient les siens, fruit de son mariage avec un évangéliste. Cette révélation fit sourire Amina, mais au fond de son cœur, un pincement de tristesse persista. Elle réalisa ce qui lui manquait dans sa vie, une famille qu'elle avait abandonnée par ses propres choix. Le retour à la ville n'était plus une option pour Amina. Son esprit était désormais tourné vers la réconciliation et le pardon. Elle se souvenait des avertissements de Fanta, des conseils sur la vie et des valeurs qu'elle avait laissés de côté. La vie en ville lui avait apporté richesse et confort, mais elle lui avait coûté des liens affectifs essentiels et la possibilité de construire une famille. Cependant, la douleur la plus intense restait celle de l'enfant qu'elle avait confié à l'orphelinat. Pendant des années, elle avait ressenti un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Elle se souvenait des nuits passées à pleurer en pensant à sa fille, à s'imaginer sa vie et à regretter les décisions qu'elle avait prises. Avec courage, elle entreprit des démarches pour retrouver l'orphelinat où elle avait laissé sa fille, mais elle découvrit rapidement que l'endroit avait été vendu et déplacé dans un autre état. Cette révélation la brisa, mais elle décida de ne pas perdre espoir. Amina consacra alors son énergie à transformer sa douleur en force pour aider les autres. Elle créa une fondation dédiée aux enfants abandonnés, utilisant une partie de sa fortune pour financer des orphelinats, fournir des vivres et éduquer les jeunes filles sur les dangers d'une vie risquée. Elle partageait son expérience personnelle comme exemple, montrant aux jeunes femmes que les erreurs peuvent être réparées si l'on a le courage de changer. Grâce à ces initiatives, des centaines de jeunes femmes purent trouver un chemin vers la rédemption et la sécurité, et plusieurs enfants abandonnés retrouvèrent un foyer stable et aimant. Avec le temps, Amina trouva une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue dans le tumulte de la ville. Bien qu'elle n'ait jamais retrouvé sa fille biologique, elle sentit que chaque enfant qu'elle aidait à travers sa fondation était un fragment de cette rédemption. Son cœur, autrefois rempli de regrets et de solitude, commença à se remplir d'un sentiment de mission et de purpose. Fanta, de son côté, continua à jouer un rôle de mentor, encourageant Amina dans ses initiatives et lui rappelant que la véritable richesse ne se mesurait pas en argent ou en possession matérielle, mais en impact positif sur la vie des autres. Ensemble, elles devinrent un exemple dans le village de Koulikoro et au-delà, prouvant que la résilience, la repentance et la générosité pouvaient transformer une vie marquée par l'erreur en un héritage durable. Les années passèrent, et Amina, tout en vieillissant, conserva sa réputation de femme influente et respectée, mais désormais, elle ne mesurait plus son succès à travers la richesse ou le pouvoir. Ses accomplissements étaient désormais définis par la manière dont elle avait su se relever après ses épreuves, par la vie qu'elle avait sauvée et les opportunités qu'elle avait offertes à ceux qui en avaient le plus besoin. Au village, elle était accueillie comme une héroïne, mais elle savait que la véritable victoire était intérieure. Elle avait trouvé la paix, le pardon et la certitude que même après des années de mauvaises décisions, il était possible de reconstruire sa vie. L'histoire d'Amina devint une légende dans Koulikoro et Utaka, un récit inspirant pour toutes les jeunes filles qui rêvaient de grandeur mais qui avaient peur de faire des erreurs. La leçon qu'elle laissait derrière elle était claire. La richesse et le plaisir immédiat peuvent offrir des gratifications temporaires, mais la véritable satisfaction réside dans les relations humaines, la compassion et la capacité de réparer les torts du passé. Amina avait appris que le bonheur véritable ne se mesurait pas à l'or ou au luxe, mais à la paix intérieure, à la réconciliation avec soi-même et avec ceux que l'on aime. Ainsi, Amina passa ces dernières années à enseigner, à inspirer et à guider, transformant ses expériences douloureuses en une source de lumière pour les autres. Elle devint un symbole vivant de résilience et de transformation, rappelant à tous que, peu importe les erreurs commises, la vie offre toujours une seconde chance pour ceux qui ont le courage de la saisir.